Bienvenue à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium. Cette semaine, nous avons un menu très varié. D'abord, nous allons nous rendre en Grèce où la crise sociale s'ajoute à une crise économique, à une crise fiscale. Vous savez qu'on se pose la question même de savoir si la Grèce devrait être en défaut de paiement, on dirait ici en faillite. Et quel impact est-ce que cela a sur l'euro, la zone euro? On voit que la monnaie, l'euro, est un peu malade. Elle est malade de sa Grèce et peut-être demain de son Portugal, de son Italie et ce qui serait vraiment gravissime, de son Espagne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous allons en discuter avec Martin Coiteux des HEC qui va nous expliquer la mécanique de la crise de l'euro et comment cela pourrait déboucher sur un gouvernement économique en Europe. Ensuite, nous allons discuter de ce thème de la démocratie participative, l'engagement citoyen. Est-ce que ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui est en train de se développer? Il y a toutes sortes d'initiatives, les jurys citoyens. Est-ce que c'est un mode d'organisation de la vie politique qui est viable et qu'est-ce qu'on doit trier entre le bon grain et l'ivraie dans ce qui se développe? Nous en parlons avec deux spécialistes. Michèle Stanton-Jean, elle est chercheure invitée au Centre de recherche en droit public et elle a mené comme personne importante dans les processus décisionnels dans le passé au gouvernement fédéral, au gouvernement québécois, un certain nombre de consultations. Et Laurence Bérère, politologue à l'Université de Montréal, qui se penche sur la participation démocratique des citoyens dans les villes. Et on va essayer de faire avec eux le portrait de ce qui marche et de ce qui ne marche pas dans ce nouveau mouvement de démocratie participative. Et finalement, avec le sociologue Marcel Fournier, on va discuter d'un livre qu'il a lu pour nous, Le travail créateur de Pierre-Michel Menger. Cet auteur essaie d'expliquer en quoi la façon dont vivent les artistes est un peu précurseur de la façon dont tous les citoyens sont en train d'adapter leur mode de vie et leur rapport au travail. Alors, il va nous expliquer la thèse de l'auteur. Après la pause, derrière le bruit de l'euro qui est malade de la Grèce. On vous le disait en ouverture, l'euro est malade. Il est malade de quoi? Il est malade de la crise, bien sûr. Et on va essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui font en sorte que cette monnaie qui était forte, qui avait réussi à déclasser le dollar en termes de valeur au cours des dernières années, est maintenant, dans l'eau chaude. Et ce que les Européens sont en train de faire pour essayer de l'aider. Alors, vous savez que toute chaîne n'est aussi forte que la force de son maillon le plus faible. Alors, c'est un peu ce qu'on voit ces temps-ci en Europe. Et pour nous expliquer ce qui se passe, pour nous faire voir un peu de lumière à travers ce brouillard monétaire, mon invité, Martin Coiteux. Merci, Martin, d'être avec nous. Bonjour. Alors, Martin, vous êtes professeur au service de l'enseignement des affaires internationales à HEC. Vous travaillez sur les enjeux gouvernementaux, la mondialisation, la gouvernance, le rôle des ONG, des gouvernements, et vous vous intéressez aux questions monétaires. La dernière fois que vous avez répondu à nos questions, c'était nous parler d'un autre grand malade qui était le dollar. Cette fois-ci, on parle d'un autre invité à la clinique des soins intensifs des valeurs monétaires. Donc, tout commence en Grèce. Alors, on se fixe ces temps-ci sur la Grèce qui semble en grave difficulté financière, économique. Ils font des restrictions budgétaires. Les syndicats sont dans la rue pour s'en plaindre. Qu'est-ce qui se passe avec la Grèce? Quel est son problème? Le problème de la Grèce, d'abord, est un problème de déficit budgétaire élevé, d'endettement très élevé. Là, on parle d'un déficit de l'ordre de 12% du PIB, d'une dette publique qui dépasse les 100% du PIB. Pour donner un exemple, au Québec, on a un déficit en ce moment qui est à peu près 3-4 On est en dessous de ça. Même en pour tout ça. On est en dessous de ça pour l'instant. On est parti d'une situation assez positive. Là. On y a mis des efforts, bien sûr, mais en Grèce, la détérioration au cours des dernières années a été assez brutale. Okay. Et il faut dire que dès le départ, la Grèce était entrée dans l'Union monétaire avec des chiffres qui étaient contestables, disons-le. Et aujourd'hui, 12% du PIB, ça paraît beaucoup. C'est comparable à ce qu'on voit aux États-Unis, mais la grande différence, c'est que la demande pour les obligations grecques, elle n'est pas à la hauteur de la demande pour les obligations américaines. La confiance dans l'économie grecque de la part de ceux qui achètent les bons du Trésor, des obligations, n'est pas la même que pour les États-Unis. Tout à fait. Et à commencer par les Grecs eux-mêmes. Par les Grecs
Et donc les Grecs ont de la difficulté à financer leur déficit. Parce qu'on a des déficits, il faut emprunter de l'argent, il faut trouver des prêteurs. Les prêteurs se font tirer l'oreille. Oui, bien, en fait, ils se financent, mais à des taux d'intérêt qui augmentent de façon importante et qui augmentent de semaine en semaine. Dans un contexte de récession. Alors, des taux d'intérêt qui augmentent dans un contexte de récession, c'est mauvais pour l'économie grecque, c'est également mauvais pour les finances publiques. 12 de déficit avec des taux d'intérêt faibles, c'est une chose, mais s'ils doivent augmenter, ça va déraper complètement. Alors, il y a un plan d'austérité budgétaire qui est imposé et qui cause énormément de difficultés politiques au gouvernement grec. Donc, toute la question est de savoir si on est capable de le mettre en œuvre. Puis un gouvernement de gauche, un gouvernement socialiste, donc, qui est obligé de se battre avec ses alliés naturels. Bon, alors, si la Grèce était un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne en termes et de la zone euro, ben, il y avait sa monnaie, le drachme, il dévaluerait sa monnaie parce que son économie est plus faible, ça lui poserait d'autres problèmes, mais bon, c'est un mécanisme. Quand on a une monnaie, on peut la dévaluer en moment difficile. Là, ça n'est pas possible parce qu'il y a l'euro. Non, c'est pas possible de dévaluer, mais admettons que ça l'aurait été, tout dépend dans quelle monnaie la Grèce aurait emprunté. Donc, si la demande pour des titres en drachma, comme c'était la monnaie à l'époque, était faible, et je crois qu'elle l'aurait été, on aurait dû emprunter en euros de toute façon, de telle sorte que la dévaluation aurait peut-être aidé pour la reprise économique, exportation, moins d'importation, mais par contre, pour l'endettement public, ça aurait été catastrophique. Donc, on serait allé tout droit vers la cessation de paiement. Donc, dans un certain sens, l'appartenance à la zone euro est plutôt une bonne chose pour la Grèce, pas une mauvaise chose. Bon, ça a protégé les pays de l'euro. Pendant la crise, il n'y a pas eu de spéculation d'une monnaie contre l'autre, puisque tous avaient la même monnaie. Ça empêche cette soupape d'échappement qui aurait pu être la dévaluation. Mais donc, le problème, quand on pose la question, est-ce que la Grèce pourrait faire faillite? Bien, comme elle est dans l'euro, ben, c'est l'euro qui trinque. Alors, c'est l'euro qui est en difficulté parce qu'un des membres de la zone euro est en grave difficulté. Alors, qu'est-ce que ça oblige les autres membres de la zone euro à faire? Ben, un parallèle hypothétique là, dans la situation contemporaine, c'est que si on devait comparer l'Union européenne et le Canada, par exemple, si une province canadienne était dans la même situation que la Grèce aujourd'hui, c'est-à-dire une incapacité de se financer sur les marchés volontaires, à des taux d'intérêt raisonnables, et surtout si les taux d'intérêt devaient augmenter à un tel point que finalement le gouvernement devait sabrer dans ses dépenses, était incapable de mettre en place un plan d'austérité. Bon. Dans un système comme le nôtre, il y a des mécanismes de répartition des revenus entre les régions, entre les provinces, qui sont pas parfaits, mais qui existent et qui sont prévus par la Constitution, qui sont prévus par les lois. On prélève dans certaines provinces et par les dépenses fédérales, on redistribue dans d'autres provinces. L'Europe n'a pas ça. Alors, l'Europe a une union monétaire, mais pas une union fiscale. L'Europe n'a pas un emprunteur unique pour l'ensemble ou un percepteur de taxes unique pour l'ensemble, ou à tout le moins une autorité fédérale qui le fasse et qui est répartie par la suite. Et c'est ça qui est vraiment en cause actuellement dans la crise en Grèce. On a une union monétaire. Est-ce que c'est suffisant pour maintenir la stabilité à l'intérieur de l'Union? On est en train d'apprendre qu'il faut d'autres mécanismes que des mécanismes purement monétaires. L'euro a maintenant 11 ans ou près de 12 ans, mais on n'avait pas eu encore le cas d'un des membres de l'euro en quasi-cessation de paiement. Et la Grèce n'est pas le seul maillon faible. Il y en a d'autres, le Portugal. Il y en a d'autres, effectivement. Et c'est la grande crainte, ou la spéculation qui amène les marchés actuellement à spéculer contre l'euro. C'est qu'on a des pays similaires. L'Irlande a un déficit à peu près semblable, une détérioration de son endettement qui est spectaculaire. Il y a une détérioration importante en Italie, quoique dans une moindre mesure. L'Espagne est en très grave difficulté. Et tout ça, ça se passe dans des conditions où la récession est profonde dans certains pays d'Europe. L'Espagne est un cas de figure important. Il faut dire que les déficits viennent du fait qu'à cause de la récession, les pays, à la demande de la communauté internationale et de la demande intérieure, ont fait des programmes de relance économique. Donc, ça coûte de l'argent. Donc, il a fallu emprunter pour ces programmes de relance économique. Et que la relance n'est pas suffisamment présente pour générer de nouveaux revenus. C'est en partie cela, mais je pense que dans le cas de la Grèce, c'est beaucoup plus structurel. C'est-à-dire, indépendamment des plans de relance, la Grèce était en situation de dérapage de ses finances publiques avant même l'arrivée de la crise. La crise n'a fait que renforcer le problème. D'accord. Alors, évidemment, si ça devait être demain matin, en plus le Portugal, si ça devait être bien plus important encore l'Espagne, qui soit dans une même situation, alors là, l'ampleur de la crise serait telle qu'effectivement, la cohésion à l'intérieur de la zone monétaire européenne serait remise en question. Et c'est ça qui est testé à l'heure actuelle. Donc, les dirigeants européens et surtout les représentants des grands pays de la zone euro,
la France, l'Allemagne. On sait que la Grande-Bretagne n'est pas dans la zone euro, on va garder la livre britannique. Donc, sont confrontés à un problème. Certains ont dit, bon, ben, que le FMI vienne intervenir comme il le fait lorsque un pays africain ou asiatique est en défaut de paiement. Et là, il y a un peu de fierté européenne qui dit, ben non, il faut quand même faire la démonstration qu'on est capable de régler nos problèmes entre nous. Oui, tout à fait. Mais encore là, il faut faire un peu d'histoire, parce que le FMI, avant de prêter à des pays d'Afrique, des pays d'Asie en voie de développement ou des pays d'Amérique latine, il prêtait à l'Italie, à la Grande-Bretagne. Historiquement, c'était les emprunteurs chroniques du Fonds monétaire international. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est différent. Alors, les Européens veulent régler les choses entre eux. Donc, cette crise leur donne une occasion sans doute historique de parfaire leur union, c'est-à-dire d'aller vers une union économique beaucoup plus poussée. On appelle ça un gouvernement économique, c'est peut-être un peu exagéré, ça n'ira pas à une vitesse grand V, mais très certainement, on doit prévoir des mécanismes de solidarité économique en cas de crise dans certaines régions et des mécanismes de transfert des ressources financières des régions qui sont les plus prospères, qui sont les moins endettées, vers les régions qui ont plus de difficultés. Donc, on évolue, et c'est une grande décision si ça se fait, vers plus de fédéralisme en Europe. C'est une crise qui les pousse à aller vers davantage de fédéralisme. Mais il y a beaucoup de résistance, parce qu'évidemment, on se tourne toujours vers les plus riches, les Allemands. Oui. Alors, les Allemands qui ont connu la crise et qui sont, lit-on, assez maris d'avoir perdu leur titre de premier exportateur mondial. La Chine les a coiffés au poteau au cours de la dernière année. Oui. Et les citoyens et les contribuables allemands ne veulent pas qu'une partie de leurs impôts servent dans un nouveau type de péréquation à sauver les Grecs qui, pour eux, ont simplement mal géré leur pays. Ils n'ont pas à payer pour eux. Alors, quels sont les mécanismes politiquement réalistes? Bien, c'est parce que quelle est l'alternative? C'est une fois qu'on a créé la zone euro, une fois qu'on a cette construction, est-ce qu'on va la démanteler quelques années après? Les enjeux sont beaucoup trop grands. Donc, les grands pays vont devoir passer à la caisse d'une manière ou d'une autre. Mais il faut voir la contrepartie de tout cela, évidemment. Les pays récipiendaires vont se soumettre à une forme de conditionnalité. Ce n'est pas la conditionnalité du Fonds monétaire international, mais ça veut dire une perte de souveraineté relative. Alors, les Anglais regardent ça, ils se disent, voilà la raison précise pour laquelle on n'a pas voulu participer à l'Union monétaire. On ne veut pas se faire dire par Bruxelles. On ne veut pas se faire dire par Bruxelles ou par Paris ou par Berlin. Très clairement. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'une véritable union monétaire sans une forme plus avancée, plus poussée d'union politique, c'est pas impossible à tenir, mais ça n'est possible à tenir que lorsque tout va bien. Lorsque les choses ne vont pas aussi bien, on a besoin de davantage d'union. Alors, c'est vraiment une épreuve de feu. Donc là, il faut qu'ils décident de trouver des fonds ou de les emprunter sur la foi de leur signature. Évidemment, si les Allemands et les Français signent, les prêteurs vont vouloir prêter. C'est comme lorsqu'on trouve quelqu'un pour contresigner son hypothèque, quelqu'un qui est plus riche que nous. Mais donc, en échange, en contrepartie, comme vous le dites, ils vont dire aux Grecs et aux Portugais et aux Espagnols, s'ils se présentent à ce nouveau guichet qui serait créé, en contrepartie, vous allez faire A, B, C, D en termes de politique fiscale, de politique budgétaire, de restrictions, d'austérité. Et là, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai trouvé que les Européens étaient manquaient un peu de colonne vertébrale en disant, nous, on ne voudra pas demander ça directement aux Grecs. On va demander au FMI de faire ces demandes-là pour nous, plutôt que de passer directement par leur propre volonté. Je ne sais pas si on a demandé officiellement au Fonds monétaire. C'est peut-être quelque chose qui a été mentionné. C'est une hypothèse qui est évoquée, oui. Des hypothèses, non. Je pense plutôt que c'est faire appel à son expertise technique, mais je crois que les Européens vont chercher à le régler entre eux. Ça risque de prendre la forme de garantie de prêt plutôt que de décaissement de la part de l'Allemagne, de la France, par exemple, à court terme. Je crois plutôt que c'est des garanties de prêt dont il s'agit, mais évidemment pour recouvrir, pour ne pas avoir à finalement exécuter, de s'exécuter en lieu et place de la Grèce vis-à-vis des prêteurs de la Grèce, il va falloir imposer un certain nombre de conditions. Des conditions comme quoi? Les conditions, c'est vous avez un plan ici qui va vous ramener à l'équilibre budgétaire sur une certaine période. Vous vous engagez à tenir ce plan, vous vous engagez à faire les mesures que vous annoncez. Si vous annoncez un gel salarial, vous allez mettre en place un gel salarial. Si vous annoncez que vous allez allonger de 2 ans, par exemple, l'âge à partir duquel on peut toucher une retraite payée par l'État, vous allez devoir le faire. Donc, finalement, c'est proposez-nous un plan crédible, et ce plan, appliquez-le. Et si vous appliquez ce plan, on va être en mesure de vous donner des garanties de prêt. D'accord. Il n'y aura pas une intrusion directe qui va dire voici ce qu'il doit y avoir dans le plan. On laisse à chaque État, là, c'est la Grèce, s'il devait y en avoir d'autres demain, ça serait peut-être l'Irlande, ça serait peut-être un autre. On laisse chaque État décider de son plan. Et on lui fait confiance. L'Europe, actuellement, ce qu'elle doit faire, c'est signaler
au marché, qu'elle tient à son union monétaire et qu'elle est prête à faire les gestes nécessaires pour la maintenir. Et moi, je fais le pari que l'union monétaire va résister. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si le gouvernement Papandréou en Grèce fait cet engagement, dit voilà, j'ai un plan de retour à l'équilibre budgétaire, je vais faire un certain nombre de mesures que j'ai moi-même choisies, mais en tout cas, la panoplie n'est pas si large que ça, et que la rue l'en empêche. Ouais. C'est-à-dire le fait que les Grecs résistent et empêchent l'application de ce plan. Qu'est-ce qui se passe? Ben, dans la pire des situations, c'est que la crise ne se calme pas. Les primes de risque sur les obligations grecques montent à la stratosphère et conséquemment, il y a une cessation de paiement ou il y a une renégociation de la dette grecque. Ce qui aurait des conséquences financières importantes pour plusieurs institutions financières en Europe, à l'extérieur de la Grèce, puisqu'il y a eu des prêteurs qui sont impliqués dans tout ça, en Allemagne, qui en perdraient France. une partie de leur argent. Bien entendu. Et donc, comme dans une faillite. Comme dans une faillite, et conséquemment des difficultés accrues pour l'Europe dans son ensemble. Il faut comprendre que la reprise en Europe, elle est loin d'être garantie. L'Allemagne, qui est le principal moteur de l'Europe, voit actuellement une décélération assez importante de sa reprise. La France ne devrait pas tarder. Donc, on est dans une zone économique qui vit une certaine stagnation à l'heure actuelle. Alors, si on devait ajouter un choc supplémentaire, ça veut dire d'autres difficultés. Alors, ajoutons à cela le risque que ça soit demain, par exemple, le Portugal ou un autre pays. Ça signifie des mauvaises nouvelles pour l'Europe à court terme. Et ils peuvent pas, la Grèce ne peut pas faire faillite et repartir sous un autre nom. C'est assez difficile. Il y a des pays comme l'Argentine qui ont déjà vécu des choses semblables. Ils ont toujours conservé leur nom et même, on pourrait dire, leurs habitudes politiques. Très bien, Martin Coiteux, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette situation qui évolue. Je rappelle que vous êtes professeur au service de l'enseignement des affaires internationales au HEC et vous avez choisi pour nous une plage musicale. Laquelle et pourquoi? Ben, puisqu'on parle des maillons faibles et puis qu'on inclut parfois dans cette expression-là le Portugal, j'ai dit on va avoir un visage plus positif du Portugal. On va écouter le morceau extraordinaire d'un ensemble qui s'appelle Madre Deus et qui s'appelle Moro em Lisboa, j'habite à Lisbonne. Merci beaucoup, Martin Coiteux. On vous retrouvera certainement si la Grèce fait faillite ou si un autre des pays est en difficulté. Et même si ça va bien, vous viendrez nous expliquer un jour pourquoi ça va bien. Et on écoute grâce à vous Madre Deus qui chante Moro em Lisboa. Je l'ai bien dit? Parfaitement. Que outra cidade levantada sobre o mar, à beira-rio, acabou por se elevar entre dois braços de água, de sal, outro de nada. Nous sommes de retour et comme promis, nous allons discuter de démocratie participative. Est-ce qu'il y a une façon, comme l'écrit Laurence Bérère, de réenchanter la démocratie parce qu'elle en a bien besoin? Comme vous le savez, les taux de participation aux élections sont en déclin. Pour les élections municipales au Québec, lors de la dernière élection, il y a eu 50% des élus qui ont été réélus par acclamation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres candidats que ceux qui voulaient se présenter ou se représenter. Et on note également une baisse de la participation citoyenne comme membre de partis politiques ou même lors des assemblées syndicales ou associatives. Alors, est-ce qu'on est en crise de la démocratie? Est-ce que la démocratie participative, elle aussi, est en crise ou est-ce qu'elle peut donner une réponse, enfin une nouvelle énergie à la participation des citoyens à la démocratie? Alors, à l'Université de Montréal, un colloque se penche sur cette question organisé par le Centre de recherche sur le droit public et le Centre de recherche sur les politiques et le développement social. Et deux des participantes à ce colloque ont accepté de venir répondre à nos questions. Alors, Michel Stanton-Jean, merci beaucoup d'être avec nous. Michel, vous êtes chercheur invité au Centre de recherche en droit public, mais vous avez été sous-ministre de la Santé au gouvernement fédéral. Vous avez dirigé la commission Jean au début des années 80 pour le gouvernement du Québec sur l'éducation permanente. Donc, vous êtes une praticienne de la consultation et de la participation citoyenne. Vous avez, ces dernières années, concentré vos énergies sur les questions de bioéthique. Vous avez d'ailleurs co-dirigé ce livre UNESCO, la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, histoire, principes et applications, avec votre collègue Henk A.M.J. Ten Hag. Ça, c'est un seul nom, ça? Ten Hag. Ten Hag. On dit Voilà. Ten Hag. De quelle nationalité? Néerlandais. Néerlandais. Et philosophe médecin.
et Laurence Bérère. Merci d'être avec nous, Laurence. Vous êtes donc professeur en sciences politiques à l'Université de Montréal. Vous êtes spécialisé sur les questions de démocratie municipale et de participation citoyenne en général. Vous avez publié récemment aux presses de l'Université du Québec « La métropolisation et ses territoires ». C'est un livre co-dirigé par vous et Gilles Sénécal. Bon, alors, je vais rebondir sur cette question de réenchantement de la démocratie. C'est le terme que vous utilisez dans un de vos articles, Laurence. Est-ce que la démocratie participative est une réponse à la baisse d'intensité de la démocratie en général, ou est-ce que c'est une conséquence de cette baisse de démocratie? Alors, en fait, ça dépend. Il y a différentes perspectives, mais au départ, c'est effectivement de dire que peut-être que l'idée de faire participer les citoyens qu'aux 4 ans, donc au moment des élections, c'est peut-être pas suffisant, parce qu'en même temps, les élections, ça porte sur des enjeux généraux. Et qu'il y a plein de micro-décisions qui sont quand même d'une ampleur importante, qui se prennent entre les élections et que ça peut valoir la peine d'inviter les citoyens à participer. Et ça participe en fait un peu à la transformation un peu de la façon de faire les politiques publiques aujourd'hui, qui est de dire que ça peut pas être juste limité aux fonctionnaires, donc aux experts ou aux élus qui sont les représentants légitimes, parce qu'aujourd'hui on rencontre toutes sortes de nouveaux enjeux difficiles et pour lesquels une réponse automatique simplement d'experts n'est pas nécessairement possible. Donc, du coup, c'est bien d'aller consulter les citoyens, d'autant plus qu'eux-mêmes se retrouvent, étant donné qu'ils sont aussi plus éduqués qu'auparavant, se retrouvent aussi plus fortement en réaction aux décisions du politique qui pourraient manquer de légitimité. Donc, du coup, la participation publique, comme moi je préfère l'appeler, est une façon de répondre à ces enjeux-là. Donc, c'est lié en même temps on pourrait dire, au désenchantement démocratique sur la baisse de la participation électorale, mais ça fait partie aussi d'une transformation plus globale de la société où, avec des enjeux plus complexes, on doit essayer de réfléchir autrement les décisions collectives. Ça ne veut pas juste se limiter aux élections. D'autant plus qu'on le voit que la participation ne se fait pas juste au moment des élections, vu qu'en plus elle est en baisse à ce moment-là. Voilà. Alors, on va regarder plusieurs de ces aspects-là que vous avez touchés, Laurence. Michel, vous êtes une praticienne, donc à plusieurs reprises, vous avez soumis des propositions de politique ou des brouillons de politique à la consultation publique. Et on peut penser que dans le schème précédent de la vie politique, les électeurs choisissent une élite. Il y a des élites qui se présentent aux élections. Les électeurs choisissent une élite. Les élites élaborent les politiques publiques et les approuvent. Et si les électeurs sont en désaccord, ils changent d'élite à l'élection suivante. Alors, qu'est-ce que ça apporte de demander entre deux élections, dans les cas que vous avez vécu, ces consultations publiques avec des gens qui ne sont pas des experts? Oui, juste ajouter un petit quelque chose. Comme historienne, je trouve aussi que ce changement de paradigme, si on peut dire, fait aussi partie de la transformation de l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les citoyens sont entrés dans l'histoire avec l'école des annales. Autrefois, on faisait l'école militaire, l'histoire militaire et l'histoire politique. Et après, tous les citoyens sont comme entrés dans l'histoire. Donc, il y a aussi cet élément-là qui est plus diachronique, qu'il ne faut pas oublier. Moi, je trouve que c'est... ici, on prend ici au Québec, je dirais qu'avec les grands sommets, toutes les choses, les choses qu'il y a eu en région, on fait en sorte que de plus en plus les citoyens ont eu de l'appétit pour donner leur avis. Et comme ont écrit certains auteurs sur ce sujet-là, les citoyens ne sont pas, à mon avis, ignorants. Ils savent des choses, mais les élites et le discours des élites, d'une certaine façon, les bloquaient autrefois, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas vraiment à trouver le vocabulaire adapté pour s'exprimer et tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de tentatives pour les aider à faire ça, comme quand on a fait la commission Jean, pour avoir les arguments, pour être capable de s'exprimer. Parce que moi, je me suis toujours... j'ai travaillé beaucoup aussi sur la condition des femmes. Regarder comment les femmes apportaient des problématiques sur le logement, l'environnement, l'architecture, mais ce n'était pas pris en compte parce qu'ils n'avaient pas les mots pour le dire, comme il a été dit, et que petit à petit, maintenant, elles ont, à cause, comme dit Laurence, à cause de l'éducation, tout ça, ils ont plus trouvé les façons de s'exprimer. Alors, il y a plusieurs facettes. Il y a celle de entendre ce que les citoyens ont à dire sur un sujet particulier qui est en débat pour créer une politique publique.
Mais dans ce processus-là, il y a aussi un processus d'apprentissage de la part du public, de la procédure, mais aussi du vocabulaire, et un apprentissage sur la politique elle-même. Je veux dire, ce n'est pas que de la parole. Dans cette interaction, il y a un rehaussement de la compétence du public qui participe. Oui, en fait, normalement, ce qu'on va dire, c'est qu'on demande pas simplement, enfin, dans une participation publique, un cadre de participation publique qui est de qualité, parce qu'il faut voir qu'il y a aussi beaucoup d'improvisation. Une simple assemblée publique n'est pas nécessairement autant de qualité du point de vue de ce qu'on va demander aux citoyens comme avis que, par exemple, dans des processus comme ce que fait le Bureau en audience publique sur l'environnement, le BAP. Donc, en fait, ce qu'on dit, on demande aux citoyens, finalement, d'avoir une opinion raisonnée. Hein? Donc, une opinion qui soit justifiée, pas juste l'expression soudaine et spontanée d'une opinion. Mais pour ça, il y a une espèce de contrat moral qui se fait normalement de la part des autorités de donner de l'information de qualité qui soit accessible sur un temps assez important pour que les citoyens aient le temps d'arriver de faire ce processus d'opinion raisonnée. Mais quand vous parlez d'apprentissage, par contre, il faut se rendre compte que c'est pas juste un apprentissage pour les citoyens, c'est aussi un apprentissage pour les fonctionnaires puis les élus qui eux-mêmes doivent un peu changer leur position. Ça ne veut pas dire s'affaiblir dans le sens de perdre leur position d'expert pour les fonctionnaires ou d'élus comme représentants légitimes, mais c'est clair qu'il faut se parler autrement quand on réunit ces trois types d'acteurs-là. Et par exemple, pour les fonctionnaires, si on parle ça va être apprendre, par exemple, à vulgariser, à présenter. Moi, j'ai fait une étude, en fait, au niveau municipal où j'ai vu, en fait, la transformation du travail des fonctionnaires à cause de la consultation publique. C'est venu changer tout un ensemble de leur façon de travailler, même entre eux, en fait. Donc, l'apprentissage se fait aussi... Par exemple? Bien, en fait, par exemple, ça va être déjà sur leur façon de communiquer parce qu'ils se rendent compte qu'ils fonctionnent en silo. Donc, les urbanistes parlent aux urbanistes, puis les ingénieurs de l'eau parlent aux ingénieurs de l'eau. Et là, à travers la participation, qui est souvent des exercices plus généraux, où on demande un peu d'interdisciplinarité, justement, on est obligé de parler aussi à ses collègues d'ingénieurs de l'eau, etc. Compte tenu de la nature transversale des questions qui sont posées par les citoyens, ça oblige les experts à se parler entre eux. C'est ça, effectivement. Donc, ça fait un apprentissage pour tout le monde, et puis ça permet de sortir un peu de ces champs de spécialité, tout en gardant les avantages qu'on a, les attributs, notre expertise là-dessus, mais de voir aussi, parce que l'idée de la participation publique, c'est aussi comprendre la position de l'autre pour être capable de mieux revenir sur la sienne et peut-être la modifier. C'est ça l'idée d'une opinion raisonnée. Et donc, c'est la même chose aussi pour un fonctionnaire ou un élu. Laurence Bérère parlait tout à l'heure de légitimité de la décision publique, donc qui va puiser une partie de sa légitimité dans la consultation. Alors, permettez-moi, Michel Stanton-Jean, de prendre la casquette du sceptique. Est-ce que ce n'est pas du spectacle, finalement, puisque l'homme politique ou le pouvoir politique veut chercher la légitimité, il va organiser une consultation pour expliquer et vendre son projet et dire « j'ai consulté », alors que de toute façon, il aurait pris la même décision s'il n'avait pas eu à passer par ce qui est maintenant un genre de figure imposée. L'opinion publique s'attend à être consultée, donc on fait semblant de le consulter, puis on prend la même décision. Oui, tout à fait. Nous, on s'intéresse dans le papier qu'on a envoyé pour publication à la participation citoyenne dans l'élaboration des politiques en biotechnologie, particulièrement en génomique et génétique. Effectivement, une revue de la littérature montre effectivement qu'on a souvent raison d'être cynique, mais en fait, on a regardé ce que disent, premièrement, les grandes organisations internationales, ça a déjà été publié, et là, on regarde à l'intérieur de 5 pays ce que disent les gouvernements, les associations professionnelles et le public. Ça, c'est très compliqué de définir qui est le public. Et ce qu'on trouve, ça se promène quand on regarde la phraséologie, comment on dit qu'on va faire les choses. On a regardé les buts, les niveaux de participation. Est-ce que c'est juste, comme vous dites, informer, voici l'information, ou est-ce que ça va jusqu'à un partenariat, on va vous dire ce qu'on fait. On a regardé aussi les mécanismes utilisés, ils sont rarement en lien, on fait des grandes listes de mécanismes à utiliser, d'outils, mais on les met rarement en lien avec le contexte, les ressources, la disponibilité des fonctionnaires, ou tout ce que vous voulez. Et particulièrement, on a regardé l'évaluation. Et l'évaluation, c'est très intéressant parce qu'on a examiné 68 documents et il y a très peu de documents qui parlent
de qu'est-ce qui arrive avec le produit de la consultation. On parle de est-ce qu'on a utilisé la bonne méthode, est-ce qu'on a eu les gens, est-ce qu'ils ont pu s'exprimer, mais on parle, nous on a appelé ça les processus et la contextualisation. Mais la contextualisation, qu'est-ce qui arrive avec ce qui a été dit et tout ça, on en parle très peu. Alors là-dessus, on peut être un petit peu cynique en disant est-ce que c'est du marketing, de l'exploitation, d'utilisation ou c'est vraiment un engagement dans un partenariat. Mais des problèmes, comme Laurence disait, du citoyen aussi, puis je me rappelle une phrase. Mais attendez, mais votre conclusion, donc, est-ce que dans le corpus que vous avez étudié, est-ce que dans la plupart des cas, la consultation avait modifié l'orientation d'origine ou non? Est-ce que vous le savez? Ça, on ne le sait pas. On le sait, c'est une des questions qu'on met dans notre conclusion. C'est très difficile de voir quelle utilisation a été faite. Je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui, mais on dirait que là, quand c'est rendu à évaluer qu'est-ce qui a été fait, il y a une certaine crainte de découvrir que finalement, il n'a peut-être pas été fait tellement de choses. Si vous me permettez, je vais ajouter une pièce au dossier qui va peut-être vous intéresser. Moi, j'étais, c'est pas un secret, conseiller du premier ministre Parizeau au moment où on a fait une grande consultation sur le projet de loi sur la souveraineté du Québec. Donc, des commissions régionales avec des élus et des non-élus. 55 000 personnes sont venues participer. Certains se plaignaient que le coût de la facture du téléphone était trop élevé, mais beaucoup aussi parlaient du projet. Et à la fin, les 2/3 des articles du projet de loi ont été modifiés par des choses qui ont été entendues dans les commissions. Alors, nous, on avait fait mais jusqu'au bout. Mais une autre question, bon, alors, ça, c'était une un peu comme Bouchard-Taylor aussi, une consultation ouverte au public, donc les citoyens pouvaient se présenter et les groupes pouvaient se présenter. Mais on a parfois l'impression que lorsqu'on parle de démocratie participative ou de participation publique, comme vous préférez le dire, Laurence, que c'est en fait des lobbies, des groupes organisés, des ONG, qui ont le temps, les capacités, les talents, les budgets pour venir se présenter, faire passer leur message, qui est bien structuré, et que c'est finalement, c'est peut-être pas mauvais, c'est une forme de dialogue entre une partie du corps social, mais c'est pas vraiment citoyen. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors déjà, il faut faire une différence, parce que dans les groupes, il y a toutes sortes, une palette assez grande. Évidemment, il faut faire la différence entre Greenpeace, qui est effectivement un groupe qui est plus organisé, avec des militants professionnels, si on veut, par rapport à un groupe de citoyens qui, un peu spontanés, s'organisent dans leur quartier, puis qui voient bien qu'avec l'action collective, ils vont avoir une force de frappe plus importante. Est-ce qu'il faut faire attention à ça, parce qu'on ne peut pas les mettre de la même façon. Mais en même temps, on ne peut pas délégitimer Greenpeace, qui acquièrent depuis des années une expertise là-dessus, donc c'est intéressant de les entendre aussi. Le problème là-dedans, c'est plutôt qu'en fait, dans l'idée de la participation, on voudrait aussi aller chercher des gens qui généralement participent pas, qui sont plus marginalisés dans notre système politique, donc les plus pauvres, les femmes, les jeunes aussi, qu'on sait qui participent beaucoup moins aux élections qu'auparavant. Et c'est là où, en fait, ça devient embêtant parce qu'on se rend bien compte que même dans la démocratie participative ou la participation publique, ils ont de la difficulté, ils ne viennent pas participer. Et là, du coup, on pointe en fait les groupes. Mais bon, il faut faire attention parce que moi, je pense qu'il ne faut pas délégitimer les groupes. L'action collective, c'est quelque chose qu'on valorise dans un système démocratique pluraliste. Donc, il faut faire attention à ça. Par contre, aujourd'hui, on essaie de mettre en place toutes sortes aussi de dispositifs participatifs qui essaient d'aller, cette idée d'aller chercher les citoyens ordinaires. Il faut faire attention. Alors, parfois par tirage au sort. Voilà, comme on a fait, le directeur général des élections vient d'en faire un il y a 3 semaines avec le jury citoyen sur le financement des partis. Alors ça, c'est le concept de jury citoyen. Expliquez-nous ce que c'est qu'un jury citoyen dans ce cas-là. Alors, un jury citoyen, c'est en fait, c'est un peu comme recréer l'idée d'un jury dans un procès criminel. Donc, ce sont des gens qui sont tirés au sort et qui, en fait, on leur demande s'ils veulent venir participer à un événement où ils vont pouvoir donner leur avis à la fin de l'événement. C'est-à-dire qu'ils vont être, pendant le temps de l'événement, ils vont pouvoir rencontrer des experts, se faire une tête sur un sujet, délibérer entre eux. Alors, on met en place toutes sortes de moyens pour délibérer. Alors, moi, j'ai participé au jury citoyen sur le financement des partis il y a 3 semaines. Alors là, nous,
on nous faisait venir comme experts. Moi, c'était sur la politique municipale. Donc, et là, les citoyens qui avaient été tirés au sort nous posaient des questions. On s'était assuré que ces citoyens tirés au sort répondaient à certains critères de représentativité. Ils venaient de toutes les régions du Québec. Combien étaient-ils? Ils étaient 16. Généralement, dans les jurys de citoyens, c'est un plus petit. Alors que dans les conférences citoyennes, comme on a vu en Colombie-Britannique ou en Ontario sur la réforme du mode de scrutin, c'est beaucoup plus large. Parce que souvent, c'est des processus beaucoup plus longs qui sont sur une année. Alors, un jury citoyen, c'est sur un temps généralement plus court, donc parfois quelques week-ends. Oui, c'est ça. En génomique, on en a fait aussi. Donc, oui, effectivement. En sciences, il y en a beaucoup, en fait. C'est là, d'ailleurs, où se fait beaucoup d'innovation en matière de participation. Oui, c'est ça. C'est vraiment le modèle que vous décrivez. Mais, en fait, il y a aussi parfois, justement, c'est bon aussi de regarder comment ça se passe, parce qu'il y a des altérations du modèle aussi, qu'on va compresser les choses, et on appelle ça un jury citoyen. C'est pas vraiment ce que vous décrivez. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, bon, il faut que c'est très méthodique et systématique, un jury citoyen. Comment les gens sont recrutés, les heures qu'ils passent ensemble, les rapports qu'ils écrivent, à quel moment les experts interviennent. Si vous faites une journée, soi-disant de consultation, et vous appelez ça un jury citoyen, bon, ben c'est un peu... Donc là, il n'y a pas de temps ni pour l'acquisition de compétences, ni pour un dialogue correct. Exactement. Mais alors, moi, je suis appelé chez moi, on dit, je veux que vous participiez à un jury citoyen. Alors, je suppose qu'il doit y avoir un taux de refus très élevé. Oui. Les gens soit sont pas intéressés, n'ont pas le temps, ou font partie d'une frange significative de la population qui sont analphabètes. Il y a quand même des gens qui sont incapables de lire un document. Il y en a 800 000 au Québec au minimum. Ou de le comprendre. Alors, de toute façon, c'est certain qu'il y a un genre de d'écrémage et d'autosélection. On n'arrive jamais à représenter correctement les citoyens. Mais je reviens à cet exemple que vous avez cité, Laurence Bérère, sur le jury citoyen de la Direction générale des élections sur la réforme. Je tente de dire que finalement, les recommandations qui ont été faites par le jury citoyen tiré au sort sont très, très proches du projet de loi que le gouvernement du Québec a déposé en termes de modification législative. Ils vont quand même plus loin. C'est sur des questions très précises. Par exemple, ils vont... donc là, j'ai pas tout en tête les recommandations, mais en fait, ils vont beaucoup plus loin. Ça recoupe. Okay. C'est comme une façon de légitimer effectivement une partie du projet de loi. Donc, pour le gouvernement, c'est dire... c'est parce qu'il y a des gens qui ont dit, j'ai entendu Jean Lapierre, pour ne pas le nommer, dire ça ne servait à rien, ça a donné le même résultat. Puis ma réaction, c'est de dire, ça a peut-être servi à quelque chose, de dire que finalement, le gouvernement n'était pas dans le champ, dans les patates, puisqu'un jury citoyen arrive essentiellement aux mêmes conclusions. Donc, c'est une forme de légitimation. Mais en même temps aussi, il faut voir ce débat-là sur le financement des partis politiques. Là, ça fait des années qu'on l'a. Pour moi, en fait, je vois cet exercice-là comme une pierre ajoutée à ce débat-là où on a de la difficulté. C'est ça que je disais, c'est un peu l'apport de la participation publique, c'est d'avancer dans le débat. Jusqu'à maintenant, peut-être le débat, on l'avait eu entre experts. Là, on a donné la chance à des citoyens de pouvoir se prononcer là-dessus. Puis on avance dans le débat parce que de toute façon, c'est jamais facile à régler. Là. On sait très bien que si on touche cette pierre angulaire de notre système démocratique au Québec, qui est le financement populaire, ça ouvre la voie à toutes sortes de réformes, donc il faut faire attention. Donc, c'est clair, parce que moi, je disais que j'allais dire, en fait, la question de savoir les effets de la participation publique, il faut faire attention, parce que comme moi, je suis en politique publique, puis on sait bien quand on fait l'analyse des politiques publiques que la façon de se prendre les décisions est assez diffuse. Il y a un nombre important d'acteurs qui interviennent. Et donc, c'est très difficile. On fait toujours attention de dire, faites attention de ne pas faire une fétichisation de la décision. Dire, il y a eu un moment A de la décision. Alors, c'est clair qu'il faut faire... Ça se passe d'une façon beaucoup plus... Ça se diffuse. Et la participation publique, maintenant, comme nouvelle étape de l'élaboration des politiques... Mais ça crée beaucoup de frustration. Oui, parce que les gens pensent qu'ils vont être écoutés. J'ai passé 3 fins de semaine à travailler là-dessus. On a fait des recommandations, mais on ne nous a pas écoutés. Mais ça a été seulement une des variables. Mais il faut bien expliquer aux gens, de là, le modèle qu'on a pris, expliquer aux gens qu'est-ce qu'on s'attend du processus. Il peut arriver, moi je l'ai déjà fait, de dire, écoutez, on a écrit quelque chose, là, voilà, et on veut savoir ce que vous en pensez. Ça ne veut pas dire qu'on va tout mettre. D'ailleurs, quand on a fait la déclaration sur la bioéthique, à un moment donné, ils avaient préparé une lettre en disant, nous allons prendre en compte tout ce que vous allez dire. J'ai dit, non, ça c'est faux, on ne fera pas ça. Mais on va leur dire, on va vous écouter et certaines choses seront peut-être... Alors, si on est clair, je pense que c'est déjà quelque chose. L'autre élément important, je crois, même si vous arrivez
à légitimer ce que vous avez déjà écrit, il y a un apprentissage dans la population. Parce que moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile dans les nombreuses consultations que j'ai faites où j'ai participé, c'est ça. C'est les gens disent leurs problèmes, leurs questions. Mais quand on a fait la commission Jean, on a fait un document d'hypothèse de solution. On a dit, voici comment la structure en éducation des adultes pourrait être organisée. 3 modèles. Les gens disaient, c'est à vous de choisir. Alors, quand on arrive à même essayer de les impliquer dans la décision, c'est pas évident. On aime mieux dire, moi, je pense qu'il faut ceci, cela pour mon groupe, ce sur quoi je travaille. Mais quand on arrive à dire, oui, mais ça veut peut-être dire qu'on va en enlever ailleurs, qu'on va faire ci, là, là on arrive dans le... On voit ça souvent que donc, ces forums-là, comme des groupes, même, c'est le cas du caucus des députés, moi j'ai souvent vu ça, c'est un excellent groupe pour nous dire ce qu'il ne faut pas faire, nous réagir, nous pointer les problèmes, les erreurs, les dangers dans une politique proposée, mais un moins bon groupe pour proposer des solutions. Ça dépend des enjeux. Là. Moi, j'allais dire aussi, il faut faire, évidemment, sur une grande réforme comme le financement des partis politiques ou même, l'avenir des biotechnologies, par exemple. Là, on veut un avis général qui nous aide à avancer, puis le débat est sans doute pas réglé parce que c'est des débats complexes. Par contre, dès qu'on rapproche du niveau local, généralement, puis qu'on utilise la participation publique, là, ça donne plus d'emprise. Et au niveau local... Des enjeux de quartier, d'aménagement... Oui, c'est ça, mais ça veut pas juste simplement dire au niveau municipal, mais par exemple, dans certaines politiques sociales, on peut vouloir viser des quartiers plus paupérisés, puis là, on met ensemble des groupes, des organismes communautaires, les citoyens, la police qui va essayer de prendre un virage communautaire, etc. Puis là, ça permet de revenir d'avoir un petit peu plus d'emprise. Puis là, les citoyens peuvent voir, en fait, le résultat de leur participation. Mais c'est clair que dès qu'on est dans des enjeux plus généraux, de toute façon, les citoyens, généralement, disent qu'ils veulent pas remplacer les élus non plus. Mais c'est clair que, et c'est là que je dis qu'en fait, la participation publique, c'est pas un projet politique mature. Ça crée des illusions à certains moments. On se demande comment venir intégrer ça aux institutions représentatives. Je pense que c'est pas encore terminé, tout ce travail-là. Il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Et entre autres, parce qu'on a cette idée, ce mythe de la démocratie athénienne, de la démocratie directe. Et là, dans la démocratie participative, on n'est pas là-dedans. On est vraiment beaucoup plus, c'est ça, sur la diffusion, sur la construction d'un débat, d'un dialogue. Et il faut voir que ce qui est mêlant aussi, c'est qu'il y a tellement d'initiatives en participation publique qu'il y en a qui, ça se vaut pas tout. Ça. Non. C'est un foisonnement. Et oui, et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'appelle ça, ce que j'allais dire pour répondre à votre question du sceptique tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce que je vais présenter au colloque demain, c'est qu'aujourd'hui, on a un marché de la participation publique. J'appelle ça un marché parce qu'on a tellement de propositions différentes sur comment concrétiser cette idée de démocratie participative que même dans les bonnes idées, en fait, dans les idées qui se veulent honnêtes et volontaires pour faire de la place aux citoyens, on a des visions très différentes de comment le concrétiser cet idéal. Et par ailleurs, on a aussi toutes sortes aujourd'hui d'acteurs qui veulent se positionner dans ce marché-là. Par exemple, les firmes de communication qui aujourd'hui deviennent des experts de la participation publique. Ça fait sauter les experts, j'imagine comme vous, qui sont là-dedans depuis longtemps, puis qui connaissent la valeur, le temps d'organisation pour arriver à un dialogue intéressant. Et donc, il y a cette compétition. C'est pour ça que je dis que c'est pas un projet politique encore mature. Il y a encore beaucoup de travail à faire. On est sur la crête. Théorie à élaborer. Parce que, mais il y a aussi cette idée moi je trouve que c'est bien qu'on fasse le colloque ensemble parce qu'il y a cette idée d'interdisciplinarité aussi. Souvent, si vous faites quelque chose qui est très scientifique, il y a seulement des chercheurs ou il va y avoir seulement des gens en éthique ou en bioéthique, ou il va y avoir être ensemble. Moi, je suis très pour ça, être ensemble. Même parfois, j'ai insisté pour que dans le colloque sur le pharmacare, on invite les compagnies pharmaceutiques. On s'engueulera et tout ça, mais on aura le point de vue le point de vue de bien tous. Marché, disons. Donc, je pense qu'il faut tous les acteurs. Michel Stanton-Jean, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Laurence Bérère également. Et de façon consensuelle et participative, nous avons décidé d'un thème musical pour clore cette discussion. Democracy is Coming to the USA par le poète, chanteur d'origine montréalaise, Leonard Cohen. La démocratie s'en vient aux États-Unis. On pense qu'elle s'en vient aussi au Québec. Et on écoute Leonard Cohen. It's coming through a hole in the air from those gnats in Tiananmen Square.
It's coming from the feel that this ain't exactly real, or it's real, but it ain't exactly there. From the war against disorder. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium. Et pour notre segment Voir, lire et entendre, nous avons notre collègue et ami Marcel Fournier. Merci d'être là, Marcel. Ça fait plaisir. Alors, Marcel, vous êtes professeur titulaire en sociologie. Vous avez écrit 2 très grandes biographies, une sur Durkheim et une autre sur Marcel Mauss. Vous êtes un lecteur vorace. D'ailleurs, il arrive qu'on lise certaines de vos critiques dans Le Devoir du samedi. Et vous avez lu pour nous cette œuvre monumentale de Pierre-Michel Menger. C'est Menger? Oui. Menger, Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain. C'est intéressant, parce que c'est dans la collection Hautes études où Gallimard et Le Seuil se mettent ensemble pour publier. Et ce que fait Menger dans cet ouvrage, me dites-vous, et selon ce que j'en lis, c'est de réfléchir sur le travail de l'artiste, sur le succès de l'artiste, et de voir aussi son écho dans le travail en général, le travail de vous et moi et des gens qui travaillent. Alors, on peut le prendre de plusieurs façons, mais commençons par cela. Est-ce que, par exemple, la question qui se pose toujours pour celui qui s'engage dans un travail artistique, et la question toujours posée par son père, c'est est-ce que c'est un bon choix compte tenu des risques d'échec qui sont considérables? Alors, il discute de ça. Non, d'où le sous-titre, face à l'incertitude, face à l'incertain. Parce que Menger se pose même la question, est-ce qu'un artiste n'est pas un peu fou que d'aller finalement vers un secteur d'activité où les chances de réussite, au moins les grandes réussites, sont relativement limitées. Bon, si vous allez en musique populaire, il y a des milliers et des milliers de chanteurs. Il y a une Céline Dion. Si vous allez en art visuel, en art plastique, c'est la même chose. C'est-à-dire, bon, quel est l'intérêt ou la rationalité et il va analyser, disons, il y a quand même certains avantages. Je veux dire, les conditions d'accès sont beaucoup plus ouvertes que dans d'autres domaines. Tu peux avoir un diplôme universitaire ou ne pas avoir de diplôme. Ce n'est pas un déterminant. Bon, ça peut jouer. L'organisation du travail est beaucoup plus libre. Donc, tu as la possibilité de te dire peut-être que je gagnerai moins, mais je serai maître de mon travail et je ferai un travail qui me plaît. Son propre patron. Ouais. Et donc, il y a tout un ensemble, finalement, de raisons, de bonnes raisons de s'engager avec cette idée, bon, qu'il y a toujours une loterie, je gagnerai peut-être. Les chances ne sont pas nécessairement égales pour tous, mais il y a quand même toujours cette possibilité qui s'offre. Des fois, c'est trop tard, on appellera ça la gloire posthume. Oui. Bon, est-ce qu'un poète... Comme Van Gogh, par exemple, qui a une gloire posthume. Alors, ce qu'il dit aussi, c'est que le succès ne dépend pas seulement du talent, mais aussi, pas seulement du talent brut dans l'art lui-même, mais du talent à savoir s'entourer pendant sa carrière. Ben ça, c'est le sociologue qui parle, qui dit, bon, on ne peut pas quand même dire que la question du talent n'existe pas. Bon, dans la danse, dans la musique, dans l'écriture, bon, tu as évidemment un certain nombre de... Sauf qu'il y a un certain nombre de conditions pour réussir. Donc, la formation peut être un élément important. Donc, l'apprentissage. Oui. Pendant en sciences, on sait très bien, si tu as étudié avec les chances d'avoir un prix Nobel, est lié au fait d'avoir étudié ou non avec un autre prix Nobel. Mais on regarde, bon, par exemple, les artistes, les musiciens, on regarde avec qui ils ont été formés. Ça joue. Je pense. Ça joue, et plus la renommée de la personne qui t'a dirigé est grande, plus il y a de chances que... La façon dont tu t'entoures, si tu es un compositeur, quels sont les interprètes que tu vas aller chercher? Effectivement, si tu es un artiste, quels sont finalement la galerie, quels sont même le milieu. Donc, le milieu dans lequel tu vis. Donc, c'est des conditions qui vont favoriser à la fois ton travail, parce qu'il faut que tu continues à travailler, et ensuite la diffusion de l'œuvre. Et corrigez-moi si j'ai mal compris, mais ne dit-il pas que justement un compositeur qui trouve de mauvais interprètes, même si son œuvre était géniale, n'arriverait pas à trouver le succès, alors que peut-être qu'un compositeur un peu moins bon, mais avec un excellent interprète, lui, va progresser dans la carrière. C'est un peu ce qu'il va dire, mais en ne voulant pas trop le dire fortement, mais au sujet de Beethoven, c'était un bon stratège. Quels sont les mécènes, quels sont les milieux que tu vas aller chercher, et quels sont finalement les interprètes. Et donc, effectivement, quel est le milieu que tu vas fréquenter? Et donc, il y a des éléments de cet ordre-là. On va dire que le compositeur a d'autant plus de chance mais je pense que cette dimension, cette capacité de s'entourer de gens qui ont une forte crédibilité, donne à ton œuvre, à ton travail, plus
Plus de retentissement. Plus de retentissement. Dis-moi qui tu fréquentes et je dirais ce que tu vaux dans une certaine mesure. Mais Et même, je suppose, certains choix de thèmes, parce que lorsque Beethoven décide d'écrire sur Napoléon, à l'étape où il pense que Napoléon est un libérateur des peuples, il entre dans l'actualité aussi. Donc il attire l'attention sur son œuvre, alors que si ça avait été une composition d'art brut, il y aurait eu moins d'intérêt. Non, il y a toujours des choix, il y a des obligations. Effectivement, il y a des conjonctures politiques, il y a quand même des musiciens russes qui sont retournés en Russie, en URSS sous Staline et qui ont essayé finalement à la fois de demeurer des compositeurs autonomes, fiers de leur création, tout en participant à ce grand bouleversement en disant mon art va quand même rejoindre finalement être lié finalement à l'avenir de ce peuple. Bon, c'est des choix difficiles. Ouais. Avec quel succès? Trop tôt pour le dire? Non, il y a quand même un certain nombre qui ont réussi à le faire, mais pas toujours facile, parce que tu es souvent appelé vers un art plus réaliste. Tu intègres du folklore russe. Bon, des fois, ça permet finalement d'avoir une œuvre avec une base, une couleur locale qui peut ne pas dénaturer l'œuvre. Mais c'est un risque. Je pense que dès que tu es un artiste, et ce qu'il va montrer, c'est quand même que l'artiste va parvenir à défendre son autonomie. Et il y a effectivement aussi dans l'histoire une véritable professionnalisation finalement qui se fait que, bon, une partie de ton travail se fait pour les pairs d'abord et ensuite va rejoindre le grand public. Tu ne fais pas une pièce musicale uniquement pour le mécène qui l'a commandé ou pour l'ami qui t'a appuyé. Bon, beaucoup moins, ce qui était le cas. Donc, il y a quand même des conditions actuellement de réalisation de l'œuvre. De plus grande division du travail qu'à l'époque de Mozart. Bon, au moins entre l'interprète et le compositeur, c'est très clair. Par exemple, il s'intéresse à un chapitre sur les prodiges. Il dit, bon, ça vaut pour les interprètes, ça ne vaut plus maintenant parce qu'il y a une dissociation complète en musique classique entre celui qui compose et celui qui interprète. Et on le voit très bien au niveau, finalement, de l'âge de création. Bon, il faudrait voir ici pour Montréal, il y avait André, mais c'est vrai, c'est dans les années 20-30, André Mathieu, qui était à la fois un jeune prodige, à la fois interprète et aussi compositeur. Un prodige est par définition prodigieux. Qu'est-ce qui empêcherait un prodige d'émerger là en 2009-2010 et de composer et d'interpréter? Non, mais il considère vraiment que les conditions d'exercice de ces deux activités-là se sont aussi complexifiées. C'est-à-dire on n'écrit pas nécessairement de la même façon. Il faut aussi avoir une formation, probablement qu'on ne donne plus de la même façon à ce moment-là. Bon, et même, effectivement, à l'Université de Montréal, à la faculté de musique, maintenant, vous avez pouvoir des doctorats de musique, certes en interprétation, mais aussi des doctorats en composition. Ah bon. Donc, vous voyez quand même qu'il y a aussi une professionnalisation de cette activité qui conduit que on ne retrouve peut-être pas la capacité ou la possibilité où il y aura tellement d'interdits, tellement de contraintes qui feraient que... difficile de cumuler. De tout cumuler, tout ça. Sauf peut-être dans certains domaines de jazz, je ne sais pas, il faudrait voir. Marcel Fournier, une chose que dit Menger, c'est... Menger, parce que je ne prononce jamais bien, c'est que finalement, la condition de l'artiste préfigure un peu la condition des autres travailleurs. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais il avait fait un petit ouvrage, collection, je pense, Les idées au seuil. Il reprend un peu ce thème. C'était, au fond, le portrait de l'artiste comme travailleur. Et pour lui, il considère que la manière de vivre, finalement, une vie d'artiste, la manière d'organiser, disons, sa vie d'artiste, préfigure ce que va devenir le monde du travail, c'est-à-dire la flexibilité, le fait qu'on travaille, disons, par projet, c'est-à-dire le fait qu'on n'y a pas nécessairement une permanence de travail. Avec le même employeur pendant plusieurs années. Et, bon, vous voyez, dans le domaine du cinéma, c'est très clair. Vous êtes engagé pour tel film, et c'est un projet, quand vous avez terminé, bon, vous attendez. Bon, ça crée une certaine situation d'insécurité. C'est la montée du travail autonome. C'est la montée du travail autonome. Lui, il considère que beaucoup des caractéristiques qu'on retrouve dans le travail créateur, on va le retrouver, finalement. Et effectivement, les problèmes qui vont se poser,
par exemple pour le syndicalisme, pour la défense des conditions de travail, vont peut-être ressembler finalement aux problèmes que rencontrent actuellement les artistes. Par exemple, dans le domaine du spectacle en France, il a suivi beaucoup. Les itinérants du spectacle qui essaient de se... Les intermittents. Les intermittents, vous avez raison. Oui, qui risquent peut-être de devenir des itinérants. C'est un beau lapsus. Marcel Fournier, c'est tout le temps que nous avons, mais vous avez choisi pour nous une plage musicale qui s'associe à notre propos. Laquelle et pourquoi? C'est de Gilles Tremblay, un compositeur québécois, à qui on rend hommage. La Société de musique contemporaine du Québec rend hommage cette année. C'est la deuxième année qu'ils le font, l'an dernier. Et cette année, ils le font autour de Tremblay. Ils ont même publié pour les enfants une petite BD qui s'intitule « Au pays de l'émerveilleux Gilles Tremblay ». Très bien, c'est intéressant. Donc, on mettra le lien sur le site. Et on va écouter une de ses œuvres marquantes, Wampum symphonique, où là, le créateur a beaucoup travaillé. Et c'est d'inspiration amérindienne, comme on peut le comprendre par le thème. Parfois, c'est d'inspiration religieuse, parfois, c'est d'autres inspirations, mais dans ce cas-ci, pour ce jeune homme, cet artiste maintenant plus âgé, qui nous vient du Saguenay et qui aime bien les éboulements. Donc, c'est un homme, finalement, qui, dans sa création, cultive beaucoup ses racines culturelles. Alors, je rappelle le livre dont vous avez discuté avec nous, Pierre-Michel Menger, Le travail créateur s'accomplir dans l'incertain, Gallimard Seuil, et ce petite BD dans la série Hommage de la SMCQ, Au pays de l'émerveilleux Gilles Tremblay, c'est par Marie Descaries et Elisabeth Eudes Pascal, et on écoute, grâce à vous, Marcel Fournier, Wampum symphonique. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Comme vous le savez, vous pouvez revoir cette émission ou les précédentes sur le site du Cerium, à cerium.ca. Vous y trouverez aussi dans les pages des émissions des liens vers les biographies de nos invités, les livres dont ils ont parlé et les plages musicales qu'ils ont choisies. Vous y verrez aussi les annonces de nos conférences publiques à venir. Vous y êtes tous conviés, elles sont ouvertes et gratuites. Et vous y verrez l'annonce de notre concours, enfin de notre volonté de choisir une personnalité internationale de l'année au Québec parmi les personnes qui montent dans la société québécoise et qui font en sorte de faire rayonner les savoirs québécois à l'étranger ou qui créent des passerelles entre le Québec et l'étranger. Nous voulons remettre ce prix à la mi-avril dans une soirée bénéfice à laquelle vous êtes conviés également. Vous trouverez tous les détails sur cerium.ca et pour déposer des candidatures de votre choix. Et nous faisons ce concours en collaboration avec nos amis d'Une heure sur Terre de l'émission de Radio-Canada sur les affaires internationales. Alors, j'espère que vous serez nombreux à nous suggérer des noms et à venir célébrer avec nous dans une soirée à la fois de savoir et de plaisir, festive, avec des invités musicaux, la remise des prix du Cerium, en particulier à cette personnalité internationale de l'année. Merci. Et à la semaine prochaine, je termine en remerciant l'équipe technique de l'émission, Ognan Gueriev et Luc Laflamme. Bonne semaine. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien, c'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et le
messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.